Donc, bonjour à tous. Effectivement, je suis à l'Université de Mayotte, mais actuellement en détachement assez loin d'ici. Donc, je suis un peu une chercheuse à la marge puisque je suis en Iran, à Téhéran actuellement. Donc, ma communication porte sur un lexique quadrilingue avec 4 grandes langues qui sont utilisées à Mayotte. Par contre, ça ne passe pas le point. Ah, voilà. Pour ce qui est d'interroger les marges en éducation, par rapport à la situation, j'ai envie de dire, sociopolitique à Mayotte, je renvoie aux travaux du sociologue Nicolas Roinsart. On voit que rien que le titre de son ouvrage de 2022 parle de ces marges, Mayotte ou le gouvernement des marges. Et très récemment, il fait un état des lieux de la situation sociale et notamment au niveau de la jeunesse dans un article qui s'intitule Mayotte ou les symptômes d'une société fragmentée et désorganisée. On peut parler, le recteur l'a évoqué tout à l'heure, d'une jeunesse à la marge à Mayotte, malheureusement, avec plus de 60% de la population qui a moins de 25 ans, contre 30% en France métropolitaine, et donc qui subissent, c'est les mots de Ronsard, la déscolarisation, le chômage et la pauvreté. À titre indicatif, 68% des jeunes à Mayotte n'ont pas de diplôme et seuls 10% à peu près de la population atteint et réussit à obtenir le baccalauréat. Alors, vous avez ici une carte linguistique de Mayotte, donc c'est en partie ces langues dont il va être question dans le lexique quadrilingue. Donc, le Shimaoré en bleu, et puis le Kibushi qui s'akalave et le Kibushi qui entalaut. Donc, le Shimaoré, c'est une langue bantoue, plutôt originaire d'Afrique, et les Kibushi, c'est des langues qui sont proches du malgache, qui sont donc des langues austronésiennes. Et donc, en plus, on a évidemment le français, qui n'est pas la langue maternelle d'une majorité de la population. Alors, ce lexique, en fait, il me semble intéressant pour montrer que les politiques linguistiques et éducatives à Mayotte restent des politiques de la marge, voire de l'exclusion. Il a commencé à être créé, ce lexique, en 2019, et à ce moment-là, dans le Code de l'éducation, dans la partie qui est consacrée à l'enseignement des langues régionales à l'école, eh bien, il y a un article qui exclut spécifiquement Mayotte de cette politique. Donc, l'enseignement des langues régionales à Mayotte n'avait pas lieu et n'était pas possible. Il est développé avec le CASNAV, le rectorat, l'Université de Mayotte et des acteurs de terrain, notamment des enseignants, entre 2020 et 2022. Et à ce moment-là, il y a un petit espoir, on va dire, pour les langues régionales de Mayotte, puisqu'il y a la loi MOLAC, dont je pense que vous avez entendu parler, qui permet enfin la reconnaissance des langues de Mayotte, donc le Shimaoré et le Kibushi, comme langue régionale de France. En 2022, ce lexique, moi, je l'ai testé à l'INSPE de Mayotte avec des étudiants, donc c'est de ça dont je vais parler ensuite. Aujourd'hui, donc, je fais la radiographie un petit peu de ce lexique. Et puis, ce qui interroge, c'est les suites. Parce qu'il devait être publié par le Centre de documentation pédagogique. Et en fait, à Mayotte, vu la situation dont vous entendez parler, il y a énormément de turnover. Et donc, il y a eu des changements de direction, il y a eu des changements au rectorat. Et en l'état, il n'est toujours pas diffusé ou publié. Il est constitué d'une partie où on présente justement les langues de Mayotte. Ensuite, il y a une partie sur la transcription et la prononciation des langues qui est globalement plus facile que la prononciation et la lecture, je dirais, du français. Il y a 9 points de repère avec notamment des éléments historiques, etc. Et puis ensuite, il y a 21 entrées lexicales qui contiennent des mots ou des courtes phrases en lien plutôt avec les programmes de l'école maternelle. Donc voilà, là, vous voyez les entrées lexicales. Donc, formule de base, saluer, remercier, accueillir les élèves, en cas d'urgence, parler des couleurs, etc. Alors, au niveau du corpus d'aujourd'hui, donc, je l'ai testé, ce lexique, avec 181 professeurs des écoles stagiaires en première année de formation, donc dans le master MEF. Je souligne que là aussi, on est dans une politique éducative de la marge, puisque c'est seulement en 2017 qu'on a une formation pour les professeurs des écoles à Bac+5.
contre, par exemple, l'existence d'un CAPES en langue régionale, notamment en Polynésie, en Guadeloupe, etc. Dans ce groupe d'étudiants, on a 143 femmes, donc 75% de la promotion, ce qui plus largement, et on pourrait dire que c'est une interrogation qu'on peut se poser ailleurs, c'est que finalement, les femmes, du coup, doivent être à la marge d'autres professions. Sur ces 191 professeurs, il y en a 153 qui sont originaires de Mayotte, mais ils ont peut-être vécu dans l'Hexagone ou à La Réunion, notamment pour effectuer une partie de leur étude supérieure. Donc, potentiellement, il y en a 80% qui ont une connaissance probable d'au moins une ou plusieurs des langues régionales de Mayotte. Et donc, c'est testé durant seulement 2 heures de TD, donc c'est très bref. En fait, ici, vous avez la maquette de formation du Master MEF. Et donc, le TD en question, il était dans ce dernier bloc qui a très peu de TCS, le métier en contexte, où on a une petite brique enseignée en contexte plurilingue, donc 2 heures de CM et 4 heures de TD. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai testé ce lexique quadrilingue. Le TD s'intitulait Ressources, les supports plurilingues pour l'école. Les objectifs, c'était de faire découvrir des supports qui étaient disponibles justement pour utiliser les langues régionales à Mayotte parce qu'il y a assez peu de diffusion, il y a assez peu de supports. Donc, notamment des vidéos qui sont sur YouTube, des vidéos qui avaient été créées par d'autres étudiants, celles qui sont créées par le parc marin de Mayotte, qui ont, on va dire, des vocations éducatives par rapport à la préservation du lagon. Des ressources de l'ARL, donc vous voyez là sur SoundCloud, un compte qu'on peut trouver en shimaoré, en kibushi, et puis aussi des ressources faites par les enseignants dans les quelques classes où il y a des dispositifs bilingues, c'est-à-dire actuellement une classe sur toute l'île. Un support sur lequel j'ai insisté, sur lequel les étudiants avaient été formés, c'est la boîte à histoire plurilingue. Où en fait on va utiliser des objets pour symboliser les principaux personnages ou éléments de l'histoire, ce qui peut permettre en fait de mieux faire retenir, raconter l'histoire par des élèves qui maîtrisent peu encore le français. Donc, durant le TD, après avoir présenté les ressources, je leur ai donné une consigne de travail, créer une courte histoire sur le modèle de la boîte à histoire Bao Saïd, permettant, et donc là, c'était un peu les contraintes de l'activité qui me permettaient de travailler différents objectifs avec eux. Au niveau de la didactique du français en contexte plurilingue, je leur ai demandé de raconter l'histoire en français et au moins dans l'une des langues régionales. Au niveau de la didactique du lexique, j'ai utilisé le lexique quadrilingue, donc je leur ai mis à disposition les différentes parties. Ils en choisissaient une ou deux. Donc, ça leur permettait de travailler un champ lexical. Au niveau de la boîte à histoire, ils devaient réfléchir à la figuration des éléments de leur récit. Donc là, on est dans une approche d'éveil aux langues. Au niveau de la didactique du français langue maternelle, parce qu'on est à l'INSPE et qu'on forme à l'enseignement du français langue maternelle aussi, il y avait la structure du récit, donc en ayant une situation initiale, un élément perturbateur ou des péripéties, des épreuves, avec une résolution et une situation finale. Et puis également, je leur ai demandé d'utiliser le système de l'histoire en randonnée, donc avec une petite partie qui se répète, ce qui, de mon point de vue, est très intéressant au niveau de la didactique du français langue étrangère ou du français langue seconde, parce que cette partie-là, elle va permettre de travailler des objectifs linguistiques et donc de travailler la progression langagière des élèves. En gros, ce que je voulais, c'est qu'ils se posent vraiment la question de qu'est-ce que vous voulez que les élèves soient capables de dire à partir de cette histoire. Et la dernière chose, et là aussi on est en didactique du français langue seconde plutôt, c'était de se dire quel niveau vous voulez viser. Est-ce que votre histoire, elle va être au présent? Est-ce qu'elle va vraiment suivre les standards habituels d'une histoire en français avec le passé simple, etc. ou pas? Quel vocabulaire vous allez choisir, enfin, comment vous allez rendre accessible ce récit aux élèves. Au niveau de la didactique du lexique, donc, ça permettait d'une part de travailler évidemment des compétences lexicales, voire morpho-lexicales, en français, mais aussi dans les autres langues. Et puis, dans le lexique, en fait, je vous ai dit qu'il y avait des courtes phrases. Ça, c'est vraiment une approche didactique du français langue étrangère où on a ce qu'on appelle les actes de parole.
c'est que pour pouvoir dire, on n'a pas seulement besoin de mots, on a vraiment besoin de structure de phrases. Une chose que je n'ai pas travaillé ici, mais que ça peut permettre de travailler, c'est la typologie lexicale. En fait, le shimaoré, le kibushi et le français, c'est des langues qui fonctionnent de manière très différente. Notamment, par exemple, le shimaoré est une langue agglutinante, ce qui n'est pas du tout le cas du français. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler à partir du lexique. Et puis, bien sûr, le lien entre langue et culture, avec le fait que une langue ne va pas forcément dire les mêmes choses en fonction des réalités. Et je vous donne un exemple. C'est celui, donc là, c'est un extrait du lexique sur le temps qu'il fait, parler du temps qu'il fait et de la météo. Et donc, en l'occurrence, à Mayotte, il y a 4 saisons, mais ce ne sont pas les mêmes saisons que l'on connaît, par exemple, dans l'Hexagone, avec, nous, par exemple, pendant la saison des pluies, le cache-case qui dure de décembre à mars. Donc là, on va vers la réalité culturelle des élèves. Donc, au niveau du corpus, j'ai recueilli 25 histoires pour raconter en maternelle et au primaire à Mayotte. 25 d'entre elles, donc la totalité, sont bilingues, en français et en shimaoré. 5 sont trilingues, avec le kibushi. Donc, je n'étais pas capable de savoir quel était le kibushi en question. Et seulement une est quadrilingue, donc en français, en shimaoré et dans les 2 variétés de kibushi. Donc, on voit que le kibushi est à la marge, ce qui est le cas à Mayotte. Il y a beaucoup moins de locuteurs de kibushi, beaucoup moins de villages où le kibushi est utilisé. Et ça confirme aussi les données de l'INSEE qui sont assez imprécises, mais il y a une enquête menée en 2019 et publiée en 2021 qui montre que 80% des habitants de Mayotte parlent le shimaoré ou l'une de ces variétés, notamment les variétés comoriennes qui sont quand même très proches. Et donc, pour ces histoires, là, si je suis en didactique du FLE, il y en avait 7 qui étaient de niveau A1, A2. Donc, on peut travailler avec des débutants en français. Et 11 plutôt en A2, B1. Donc là, on ne peut pas commencer avec des allophones. Ces histoires-là fonctionneraient avec des niveaux plus avancés. Et au niveau, je dirais, éducation nationale, 18 des histoires pouvaient être utilisées en maternelle et 7 plutôt au primaire. Donc, ces 25 groupes, j'ai recueilli les histoires parce que il y avait 2 heures de TD et ensuite, ce travail n'était pas noté, donc considéré par les étudiants comme non obligatoire, d'autant plus que leur formation est extrêmement chargée. Il y en a quand même 71% qui ont rendu le travail, ce que j'estime être très bon et ce qui montre qu'il y a vraiment une motivation dès lors qu'on intègre dans la formation les langues de Mayotte. Au niveau de la mixité, donc je n'ai pas toutes les données, mais sur 25 groupes, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a 12 groupes qui sont unisexes. Donc ça pose question aussi sur la répartition hommes-femmes dans les groupes. Des tout petits groupes à des grands groupes, 2 à 8 membres, avec une moyenne plutôt de 5 à 6 membres par groupe. Et donc, au niveau de la motivation, je l'ai dit, déjà un bon rendu, même si ce n'était pas un travail noté. 2 groupes m'ont proposé un audio en plus que je n'avais pas demandé. 5 groupes ont vraiment travaillé la figuration et 5 groupes ont proposé 3 ou 4 versions de l'histoire. Alors, j'illustre avec quelques exemples d'histoire. Donc, pour le plurilinguisme, ici, vous avez l'histoire qui a été déclinée en 4 langues, qui s'appelle Voleur de viande. Donc, vous voyez avec un code couleur en fonction des langues et les histoires qui se succèdent. Au niveau de la contextualisation, ici, vous avez une histoire qui commence en français par « Il était une fois un petit maquis tout triste qui pleurait sur son fil électrique ». Et l'histoire en shimaoré, elle ne commence pas de la même manière et elle n'est pas illustrée de la même manière. On voit un baobab et elle commence par « Allez, allez, Gombe ». Alors, je vais essayer de voir si je peux vous faire écouter ça. Je ne suis pas certaine. Donc ça, en fait, c'est vraiment la manière de raconter. Il y a une grosse tradition orale, tant en shimaoré qu'en kibushi, et c'est la manière de lancer l'histoire avec les gens qui vont écouter cette histoire. Là, un autre exemple, donc c'est un dialogue entre le personnage principal qui est un petit poisson handicapé, qui a un problème au niveau de sa nageoire, et puis donc Puetza, la sorcière. Donc Puetza, c'est le poulpe à Mayotte.
Et on voit en fait dans le détail qu'il y a des lieux à Mayotte, qu'il y a la réalité du lagon. Et en même temps, donc ils ont fait un effort de contextualisation de l'histoire. Mais moi, je m'interrogeais beaucoup sur le titre de l'histoire et le personnage principal, donc ce petit poisson, Phi en shimaoré, c'est le poisson. Et en fait, je ne comprenais pas ce qu'était ce sidafou. Donc j'ai demandé à des locuteurs et on me dit, ah ben c'est un maquereau. Un maquereau, il n'y en a pas à Mayotte. Dans le lagon, il n'y a pas de maquereau. C'est ouais, les poissons, on va dire, qui sont plus dans des eaux froides. En fait, sidafou, c'est Afrique du Sud, sud-africain. Donc c'est le poisson congelé qu'on achète à Mayotte au supermarché qui est devenu le personnage principal d'une histoire contextualisée. Donc on a un vrai problème de contextualisation pour le coup et aussi du coup une perte de la connaissance des poissons du lagon. Donc, je passe sur les champs lexicaux. Là, vous avez quelques exemples de figuration du récit. Ça, c'est une technique qui a été travaillée avec une collègue en anthropologie où on représente avec du savon. Vous avez ici plus la technique habituelle de la boîte à histoire. Le personnage principal est une petite fleur. Il y a sa maison qui est faite en carton. Puis ce dernier exemple où c'est des objets du quotidien qui vont représenter les personnages de l'histoire, donc notamment la brosse qui va représenter le hérisson. Et vous voyez à chaque fois donc les traductions. Sur la slide précédente, vous aviez aussi les consignes qui sont traduites en shimaoré. Donc un vrai travail, je dirais, pédagogique aussi de penser comment on dit les consignes dans la langue des élèves. Alors, au niveau de la didactique du FLM, là, on voit bien cette histoire qui s'appelle La noix de coco. En fait, c'est une noix de coco qui veut devenir un petit garçon ou une petite fille. On voit bien, il était une fois, elle était fatiguée, elle souhaitait un jour, donc on arrive sur la péripétie, et puis donc la structure de l'histoire en randonnée avec elle roula, ça rappelle cette histoire avec la galette roule-galette qui est assez connue. Donc il y a une reprise de la structure du récit, mais qui est tout à fait intéressante à travailler avec des élèves. Et donc un autre exemple, l'aventure de Ngaou, le chat domestique, qui là, moi, me semble vraiment bien pour travailler en français langue étrangère, français langue seconde. Quand on regarde la dernière partie, l'animal s'arrêta enfin. Qui es-tu pour m'insulter de la sorte? Je ne suis pas un singe, je suis un maquis. Un maquis? Oui, un maquis. Tu n'en as donc jamais rencontré? Non, jamais. Je suis une gaou, un chat domestique, et je ne suis jamais sortie de ma maison. Donc là, pour moi, il y a un travail potentiel avec les élèves sur la négation, par exemple. Et comme ça va se répéter, les élèves qui sont peu ou pas francophones, petit à petit, en racontant eux-mêmes, ils vont utiliser cette négation, le ne jamais notamment. Alors évidemment, quand on est là, on est sur des créations de supports, on va dire contextualisés, il y a la question de l'interculturel. Cette histoire donc s'appelle Les Quatre Frères. C'est quatre petites îles qu'on peut voir au large de Mamoudzou, entre Petite Terre et Mamoudzou. Et il y a beaucoup de légendes sur ces quatre petits îlots. Et ici, dans cette histoire, il y a un choix qui est fait, mais ce qui me semble intéressant, c'est le début, justement. C'était la saison des pluies en plein Kashikazi et ils décidèrent chacun d'aller à la pêche alors qu'il était interdit de sortir en mer le jour de l'Aïd. Sur le chemin de la plage, le premier frère, qui se nomme Ali, rencontra une vieille dame qui lui dit « Mais où vas-tu donc habillée comme ça? Je vais pêcher. » Mais c'est le jour de l'Aïd. Tu es censé te préparer pour la mosquée, pour la grande prière. Laisse-moi donc tranquille. Donc là, ce qui me semble intéressant dans une perspective interculturelle, c'est que dans la formation à Mayotte, je vous ai dit, il y avait une majorité d'étudiants qui viennent de Mayotte, mais il y a aussi des étudiants qui viennent de métropole, qui viennent de La Réunion. Et donc, c'est aussi une découverte pour les futurs enseignants de la réalité de Mayotte, c'est-à-dire 95% au moins de la population qui est musulmane et surtout la quasi-totalité des élèves qui fréquentent deux écoles, l'école coranique et l'école de la République. Donc ça, c'est une réalité qui est intéressante et qui ressort voilà, dans une histoire. Donc, ce lexique, pour moi, bon, déjà, je trouve ça fort dommage qu'il ne soit pas diffusé actuellement parce que quand on l'a testé avec, et j'ai une collègue qui continue à travailler avec en formation, même si ça reste des mots et des entrées, en fait, ce qu'on a pu constater avec les étudiants en formation, c'est qu'ils redécouvraient pour certains, ceux qui parlent le shimaoré et le kibushi, leur langue, notamment par exemple les couleurs.
Les couleurs, elles sont travaillées à l'école et souvent, les élèves mahorais ne connaissent plus, par exemple, le nom des couleurs dans leur langue. Donc, ils réapprennent. Et c'était ça qu'on constatait dans les groupes. C'était « Ah, mais c'est comme ça qu'on dit, madame !» Ce qui est assez étrange parce que moi, je suis de l'extérieur. C'est vrai, je vais conclure. Donc, il y a un intérêt, je dirais, déjà dans la motivation, la redécouverte et ensuite dans la possibilité qui peut être offerte en classe de redécliner. Reste le fait qu'on est de manière générale aujourd'hui à Mayotte sur vraiment, et par rapport à d'autres territoires d'outre-mer, encore plus dans des politiques où les langues régionales sont laissées à la marge. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il y a une seule école actuellement où il y a un dispositif bilingue qui est mis en place un peu de manière isolée en maternelle. Dans la formation, actuellement, il me semble qu'ils ont 3 heures d'initiation au Shimaore et pas au Kibushi. Donc, ce n'est pas pris en compte. Il y a des mini-blocs, mais moi, avec 2 heures de TD, je ne peux pas vraiment transformer les pratiques, former à l'enseignement du français en contexte plurilingue. Et la dernière chose, et là je vais reprendre ce que disait le recteur quand il disait que les élèves mahorais qui arrivent, qui sont allophones à La Réunion, il y a cette interrogation qui soit prise en charge par le CASNAV, même interrogation à Mayotte. Parce qu'en fait, le CASNAV fait du très bon travail. Les personnes qui travaillent au CASNAV savent travailler avec des élèves allophones, mais c'est la même chose à Mayotte. En fait, on ne va pas mettre des élèves français dans des dispositifs qui sont pensés pour des élèves de la migration. Or, ces techniques-là, c'est celles qui devraient être utilisées. Je vous remercie.